Rabah Tafiroult, expert comptable, commissaire aux comptes, membre du Conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux comptes. Nous allons voir aujourd'hui la NAA 580, norme qui traite des déclarations écrites. Cette norme, au même titre que 3 autres normes, a été publiée par décision numéro 2 du 24 février 2016 par Monsieur le ministre des Finances. Comme toutes les normes d'ailleurs, cette norme est structurée autour de 3 chapitres plutôt. C'est le premier chapitre qui traite du champ d'application, le second, il traite des objectifs, et le troisième et dernier, il traite des diligences requises. Les définitions seront reprises dans un glossaire à part. Nous allons commencer par le chapitre 1 qui traite du champ d'application. Donc, le champ d'application, c'est que l'auditeur il est dans l'obligation de demander des déclarations écrites de la direction pour tout audit d'état financier. Il reste bien entendu que cette obligation ne le délie pas de toutes les autres déclarations écrites qu'il doit demander par ailleurs, qui sont prévues dans d'autres normes. Pourquoi la déclaration écrite? La déclaration écrite, d'ailleurs nous constatons que déclaration prend S, parce qu'il y a la déclaration annuelle que la norme traite, que la présente norme traite, et il y a d'autres déclarations que l'auditeur doit et peut demander tout au long de l'année. Donc, les déclarations écrites sont nécessaires pour l'auditeur pour qu'il effectue son audit d'état financier. Les déclarations écrites sont des informations nécessaires à l'auditeur pour réaliser son audit d'état financier. En conséquence, ces déclarations sont des éléments probants. Bien entendu, ces éléments probants ne sont pas suffisants. Donc, l'auditeur doit veiller à réaliser toutes les diligences nécessaires. Ceci étant, ces déclarations n'enlèvent en rien la responsabilité de l'entité et celle du commissaire aux comptes. Nous allons voir maintenant les objectifs de la norme, pour l'auditeur, les objectifs de l'auditeur qui sont au nombre de 3. Le premier objectif de l'auditeur, c'est d'obtenir des déclarations écrites de la part de la direction où elle prend ses responsabilités quant à l'établissement des états financiers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dans les normes de rapport, il est clairement écrit que les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants sociaux. Donc, ces états financiers, cette déclaration écrite doit aussi reprendre que ces états financiers sont exhaustifs. C'est très très important. Donc ça c'est le premier objectif. Le second, pour l'auditeur, le second objectif, c'est de conforter d'autres éléments probants qu'il a trouvés par ailleurs avec les déclarations écrites. D'ailleurs, nous allons voir des exemples concrets. Nous allons les voir. Enfin, le troisième objectif, c'est répondre de manière appropriée à ces déclarations. Que la déclaration écrite a été fournie par l'entité ou absence de déclaration. Donc, l'auditeur doit répondre, doit traiter ces deux possibilités de manière appropriée,
que nous allons voir. Nous allons maintenant voir les diligences requises et on va poser la question qui est importante, à qui il faut demander la déclaration écrite. À qui? Donc, la déclaration écrite doit être demandée aux dirigeants qui sont habilités, qui ont la compétence en la matière. On ne va pas demander, par exemple, comment la provision pour un litige, comment elle a été faite à un chef de parc, au lieu de la demander à la structure chargée du juridique, par exemple. Donc, chaque déclaration écrite doit être demandée à des personnes qui sont habilitées à le faire. Ces déclarations écrites, elles sont relatives aux responsabilités de la direction. Donc, l'auditeur doit demander à la direction de lui fournir une déclaration indiquant qu'elle a satisfait. Donc, je suis en train de donner l'exemple que nous avons vu dans l'objectif numéro 1 de l'auditeur. Donc, qu'elle a satisfait à ses responsabilités concernant l'établissement des états financiers, conformément au référentiel. Quel est le référentiel en Algérie? C'est le comptable applicable, c'est le SCF. Elle doit le dire clairement sur la déclaration écrite, y compris, le cas échéant, la présentation sincère de ceci, ainsi que le précise les termes de la lettre de mission. L'auditeur doit demander à la direction de lui fournir une déclaration écrite indiquant qu'elle a satisfait à ses responsabilités concernant l'établissement des états financiers. Conformément à quel référentiel? Par exemple, en Algérie, si une entité algérienne vous demande de lui faire un audit, c'est certainement conformément au SCF. Si une entreprise étrangère installée en Algérie et vous demande de lui faire un audit selon un autre référentiel, et bien sûr, c'est cet autre référentiel que vous allez appliquer. Par exemple, IAS-IFRS ou le US-GAPE, etc. Ou bien en Algérie même, si on vous demande de faire un audit d'état financier d'un hôpital, certainement c'est les IPSAS, ou bien d'une association. Donc, sachez que il y a plusieurs référentiels comptables qui sont applicables dans le cadre d'un audit. Bien sûr, il y a aussi les termes de la lettre de mission qu'il faut toujours prendre en considération pour que, dans la déclaration écrite, les déclarations faites dans la lettre de mission ne soient pas différentes que les déclarations faites dans l'affirmation de la direction. Nous allons voir aussi ce que l'auditeur doit demander à la direction. Il va tout simplement lui adresser une déclaration écrite confirmant qu'elle lui a fourni, mais dans la réalité, c'est pour mettre à l'aise les dirigeants et pour mettre à l'aise les gouvernants d'entreprise. Moi, je préfère que l'auditeur lui-même qui prépare cette lettre de mission avec cette lettre d'affirmation avec toutes les affirmations qu'il souhaite avoir dans cette déclaration. Donc, qu'elle lui a fourni, elle lui donne accès. Donc, il faut que l'entité, les responsables de l'entité affirment qu'ils ont donné la liberté à l'auditeur d'avoir accédé à toutes les transactions, à tous les registres, à toutes les informations de l'entité. En ce qui concerne la description des responsabilités de la direction, dans les déclarations écrites, cette description doit être faite dans les mêmes termes que ceux de la lettre de mission. Ça, c'est très, très important. Il faut que les termes dans les deux documents soient cohérents. Voilà, maintenant, on a vu la déclaration qu'on doit demander à la fin de l'année, la déclaration écrite annuelle. Nous allons voir maintenant quelques exemples de déclarations écrites que
l'auditeur peut estimer nécessaire d'obtenir au cours de ses travaux ou à la fin de l'exercice. Il s'agit d'exemples, notamment la communication de tous les déficiences ou dysfonctionnements du contrôle interne. Donc, l'entité doit informer l'auditeur de dysfonctionnements qu'elle a constatés sur son dispositif de contrôle interne. Deuxièmement, l'absence d'avis ou de position d'organismes externes de contrôle ou de tutelle. Donc, si l'entité a fait l'objet de contrôle externe ou de sa tutelle, donc les conclusions faites dans les rapports doivent être remises plutôt à l'auditeur, parce que ces informations, ces conclusions peuvent impacter les états financiers de l'entité. Il y a aussi les éléments plutôt les litiges ou procès en cours avec des clients ou des fournisseurs. Ces litiges, comme vous le savez, peuvent impacter d'une façon très très significative les états financiers, et par conséquent, l'auditeur doit être au courant de ces éléments, et l'entité est dans l'obligation de lui remettre ces litiges ou ces procès qui sont en cours. Un quatrième exemple, c'est la communication des informations comptables et financières. C'est adressé, c'est toutes les informations, documents et informations financières et comptables que l'entité a remis à ses actionnaires. Ces mêmes documents doivent être remis à l'auditeur. Et cette affirmation doit être contenue dans la déclaration que l'auditeur a été destinataire des mêmes documents, etc., etc. Donc, nous allons voir la date et période couverte par les déclarations écrites. Donc, la date des déclarations écrites doit être aussi proche que possible, mais pas postérieure à celle du rapport de l'auditeur. On ne peut pas demander une déclaration écrite après avoir élaboré et signé le rapport. Ça ne sert à rien. Donc, essayez d'avoir ces déclarations écrites au plus tard quelques jours avant l'élaboration, ou bien quelques heures, je dis. Les déclarations écrites doivent viser tous les états financiers. Bien sûr, n'oubliez pas l'annexe, et toutes les périodes couvertes dans le rapport de l'auditeur. La forme de déclaration écrite. Les déclarations écrites doivent prendre la forme d'une lettre d'affirmation adressée à l'auditeur, donc une forme sous forme de papier. Cette déclaration doit être adressée à l'auditeur, bien sûr, signée et visée, et signée par les responsables de l'entité, bien sûr, avec l'entête de l'entité. Donc, moi, je pense que les déclarations écrites doivent prendre la forme d'une lettre d'affirmation adressée à l'auditeur sous format papier. La forme des déclarations écrites, les déclarations écrites doivent prendre la forme d'une lettre d'affirmation qui doivent être adressées à l'auditeur. Bien sûr, cette lettre doit contenir l'entête de l'entité, bien sûr, et la signature de ceux qui les ont rédigées. Lorsque la loi ou la réglementation requiert de la direction de faire des assertions publiques, donc, par exemple, une société informe le public via un quotidien ou via une lettre, etc., donc, l'auditeur peut dispenser l'entité de cette déclaration parce que cette affirmation a été déjà faite par ailleurs par un autre canal. D'après notre petite expérience, en général, moi je conseille à ce que la déclaration écrite doit être proposée par l'auditeur et tous les termes de cette déclaration reprise d'une manière très très claire et remise à la direction de l'entité. Normalement, avec notre petite expérience, comme je l'ai déjà dit, normalement,
le dirigeant ou le gérant d'une SARL, ils répondent favorablement sans aucun problème. Mais il peut y avoir des doutes quant à la fiabilité des déclarations écrites quand elles vous sont remises, mais il y a aussi absence totale de déclaration écrite, c'est-à-dire que vous la demandez et le responsable de l'entité ou le dirigeant de l'entité ne vous répond pas, ou bien il retranche ou il retire quelques termes de cette déclaration écrite. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un doute qui va changer beaucoup de choses et qui va demander beaucoup d'autres diligences à faire, peut-être, à mon avis, parce que ce que fait, nous allons voir de quoi s'agit-il. Lorsque l'auditeur a des doutes concernant la compétence, l'intégrité, les valeurs éthiques ou la diligence de la direction, ou encore l'engagement de celle-ci sur ces aspects ou sur leur mise en place, il doit déterminer l'incidence que peuvent avoir de tels doutes sur la fiabilité des déclarations, qu'elles soient verbales ou écrites, et sur les éléments probants en général. Dans ce cas-là, l'auditeur doit certainement faire d'autres investigations. Ces investigations sont faites en particulier si les déclarations écrites sont incohérentes avec les autres éléments probants, parce qu'il a par ailleurs d'autres éléments probants. L'auditeur doit mettre en œuvre des procédures d'audit, des procédures complémentaires certainement, pour tenter de résoudre toutes ces incohérences. Donc, quand il y a des incohérences dans les déclarations écrites, donc il va y avoir plus de diligence de la part de l'auditeur. Maintenant, dans le cas où la question reste posée et n'est pas résolue, la question d'incohérence, il doit reconsidérer toute l'évaluation de la compétence. Donc l'auditeur avait des doutes sur les déclarations écrites, il a fait d'autres diligences, et puis il a constaté qu'il y a des incohérences, il a encore fait d'autres diligences. Dans ce cas, si avec tout ce qu'il a fait, la question reste toujours non résolue, il doit reconsidérer l'évaluation et la compétence et l'intégrité, etc. de l'ensemble des dirigeants. Et dans ce cas-là, lorsqu'il conclut que les déclarations écrites ne sont pas fiables, il doit prendre les mesures appropriées, à savoir l'effet possible sur l'opinion exprimée dans le rapport d'audit. Il peut, auparavant, il aurait exprimé ou certifié un avis favorable, il peut revenir sur sa décision et ça peut changer même son opinion de non-certification. Que doit faire l'auditeur lorsqu'il n'a pas obtenu de déclaration écrite? Ou lorsque des termes de la déclaration, des termes que l'auditeur a proposés, ont été modifiés ou quelques termes de cette déclaration ont été retranchés par les dirigeants de l'entité. Il y a trois choses à faire par l'auditeur, 3 décisions à prendre. La première, c'est de s'entretenir de cette question, c'est-à-dire du fait de ne pas avoir obtenu de déclaration écrite, donc s'entretenir de cette question avec la direction, et dans ce cas-là, il est possible que la direction revienne à de meilleurs sentiments et élabore la déclaration écrite et elle le remet à l'auditeur. Dans le cas où les responsables de l'entité s'obstinent à ne pas donner de déclaration écrite, l'auditeur,
il a toute la latitude de réévaluer l'intégrité de la direction et ça peut aller jusqu'à prendre les mesures qui s'imposent et à savoir la modification d'opinion exprimée. Nous vous remercions pour votre aimable attention.